Eh bien, bonjour à tous, il est 14 heures. Donc, on va attaquer cet après-midi en ayant deux conférences puis une table ronde. Donc, de 14 heures à 15 heures, nous aurons la conférence du Shift Project, le climat et moi et moi. Et à 15 heures, nous aurons Monsieur Goua qui nous présentera une conférence de l'ADEME. Et à 16 heures, nous aurons un échange de questions-réponses. Donc, merci au ciel d'avoir invité le Shift Project à donner cette conférence. Donc, le Shift Project, c'est un laboratoire d'idées dont l'objectif est d'accompagner à la transition énergétique et à la double contrainte carbone, c'est-à-dire lutter contre le réchauffement climatique tout en se préparant à l'ère déplétion d'énergie fossile. Et l'objectif de cette conférence, c'est de savoir comment est-ce qu'à titre individuel, on peut agir pour réduire son empreinte carbone. Donc, comme vous êtes des élus pour la plupart, est-ce que vous pouvez lever la main, les élus, que l'on voit s'il y a bien? Oui, donc il y a beaucoup d'élus. Donc ça vous permettra non seulement à titre individuel de savoir comment agir, mais de pouvoir répondre à des questions de vos administrés, voire de prévoir comment vos communes, vos territoires peuvent évoluer pour suivre les consignes, les conseils qui vont être donnés. Donc il va y avoir trois parties. La première, ça va être d'essayer de comprendre le problème. Le deuxième, ça va être d'essayer de le quantifier. Et le troisième, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut réduire toutes ces vilaines émissions de carbone. Alors, réchauffement climatique, 1,1 degré. Est-ce que tout le monde a entendu ce chiffre, un réchauffement climatique de 1,1 degré? Si vous pouvez lever la main, si vous l'avez déjà entendu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de réchauffement à ne pas dépasser de 2 degrés? Est-ce que vous avez déjà entendu, il y a quelques semaines, quelques mois, dire qu'il fallait se préparer à un réchauffement de 4 degrés en France? Voilà, on a tous ces chiffres. Bon. Ben, d'où ils viennent? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi il y a ces élévations de température? Spoil? Quelqu'un a une réponse? Comme je ne vous entends pas, je vais considérer que vous avez bien répondu. Oui, c'est l'effet de serre. L'effet de serre qui va réchauffer l'atmosphère. Mais alors, qu'est-ce que c'est? D'où il vient? On va passer assez vite. Si on avait une planète sans atmosphère, est-ce que vous savez combien de degrés il ferait sur la Terre? Donc, il ferait moins 18 degrés. Moins 18 degrés. Parce que la lumière du Soleil, le Soleil enverrait de l'énergie qui serait réfléchie par la Terre. Moins 18 degrés, vous le savez, c'est pas ça. Actuellement, il fait une température d'environ 15 degrés en moyenne sur la Terre. Pourquoi? Parce qu'on a une atmosphère. Et cette atmosphère, elle va avoir plusieurs effets. Premièrement, il va y avoir un effet de réflexion, ce sont les nuages, et la quantité d'énergie qu'envoie le Soleil va être réfléchie sous forme d'infrarouge. Mais une partie va être récupérée par les gaz à effet de serre. Et c'est ça qui se produit depuis des millions d'années. Et dans notre climat stable depuis une dizaine de milliers d'années, c'est ça qui se produit sous forme d'équilibre. Et oui, mais le problème, c'est que l'équilibre, il n'y est plus. Parce qu'on est 8 milliards sur Terre, parce qu'on va chercher du carbone qui est sous Terre, qui est sous forme solide, donc qui n'a pas d'interaction, et on le met sous forme gazeuse. Et il y a une interaction. Donc voilà ce que c'est le réchauffement climatique. Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce que ça fait? Parce que le matin, je me lève, bon, bah, il fait une quinzaine de degrés, et puis le soir, une trentaine de degrés, on va dire, ou alors selon les saisons, ou alors il peut faire moins 10 en hiver et plus 40 en été, ça fait des différentiels de 50 degrés. Donc pourquoi on vient nous embêter avec 1,1 degré? Voire 2 degrés, c'est pas grand-chose dans la journée, 15 degrés de différence. Eh bien parce qu'il y a une énorme confusion qui est faite par rapport entre le climat et la météo. On va donc s'imaginer un monde tranquille, où il fait moins 5 degrés par rapport à maintenant. Moins 5 degrés, on est à 15, on passe à 10. Et bien dans ce monde, vous auriez les niveaux de la mer qui est 120 mètres plus bas, vous auriez Lyon qui serait au pied des glaciers, vous auriez l'Europe, dont vous voyez il n'y a plus de Suède, il n'y a plus de Finlande, l'Angleterre, l'Irlande est couverte par des glaciers. En Finlande, c'est 3 km de glaciers. Et vous auriez en France de la toundra avec un sol gelé tout au long de l'année. Et allez demander à des agriculteurs s'ils peuvent faire pousser quelque chose dans un sol gelé en permanence. En gros, ce serait la Sibérie en France.
Alors, comment on le sait, ça? Eh ben, parce que c'est tout bête, c'est le monde qui existait il y a entre 20 et 40 000 ans. Il faisait moins 5 degrés en moins, et on avait ce format-là. Donc, moins 5 degrés, la température s'est réchauffée de 5 degrés. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ça. Ça a donné qu'on a une température, on a un climat qui est ultra tempéré à notre niveau. On a la possibilité d'avoir des forêts, des cultures et de vivre dans un monde qui nous convient parfaitement. Et c'est dans ce monde-là qu'on a évolué. Bon. Et plus 5 degrés alors. Maintenant qu'on voit que moins 5 degrés, c'est pas du tout anodin, hein, c'est même plutôt énorme. Et bien plus 5 degrés, donc d'après toutes les études scientifiques, il y aurait forcément des sécheresses et des vagues de chaleur. C'est évident, qui viendraient en plus avec le dérèglement climatique. Ça entraînait des baisses de rendement agricole. Donc je ne parle même pas de l'appauvrissement des sols, simplement du fait de la météo, il y aurait des baisses de rendement agricole qui eux-mêmes apporteraient des ruptures d'approvisionnement et des tensions sociales. Et tout ça pourrait amener des mouvements migratoires et des conflits armés, ce qu'on a pu observer durant des millénaires quand ventre affamé n'a pas d'oreille, lorsque la famine s'en mêle, on n'est pas forcément dans un monde très très stable. Voilà. Donc ça, c'est globalement ce qui va se passer. Mais on aurait aussi plein de petits événements de style gel des cultures fruitières, parce qu'un dérèglement climatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à coup, on va avoir un dôme de chaleur, une chaleur plus importante, par exemple en mars, avec des bourgeonnements, avec des plantes qui ne sont pas habituées à ça, et donc ils vont se mettre à faire un peu n'importe quoi. Et lorsque il va y avoir à nouveau du gel, eh ben on aura des pertes. On en a déjà. Ça arrive, ce n'est pas nouveau. Par contre, ça augmenterait en quantité. On aurait des dommages sur nos infrastructures, rétractation des argiles. Lorsque vous avez des bâtiments qui ne sont pas prévus, par exemple les ponts, qui peuvent avoir des rondins, qui sont en bois et qui sont prévus pour être toujours immergés, eh ben, assèchement, puis réhumidification, eh ben, ça pourrit plus vite. Vous avez des problèmes de dilatation dans les bâtiments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, lorsque vous prévoyez que des bâtiments vont durer un certain nombre d'années, là, ils vont durer moins longtemps. Alors, la dernière fois que j'ai fait cette conférence était en juin, et donc j'explique ce qu'il en est des méga-feux en Australie, que les premiers arrivent en Suède en 2018, où on en a eu dans des zones inconnues. Bon, aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est la peine de beaucoup insister. Vous avez un méga-feu qui s'est passé au Canada, dont la seule action augmente de 2,5% les émissions de carbone. Il y a eu 1 gigatonne d'émissions CO2, alors que l'humanité en produit 40. Donc rien que les feux de forêt au Canada vont déjà provoquer une augmentation. Donc les feux de forêt, ils vont être de plus en plus présents et ils sont de plus en plus violents. C'est pas agréable, hein, ce que je raconte. Hein. Vous avez un dépérissement des forêts, mais lorsque vous avez un climat qui a été stable pendant 10 000 ans, que les arbres ont poussé à un endroit, c'est parce qu'ils étaient bien à cet endroit. Si vous déplacez le niveau de chaleur, de climat, ils ne sont plus adaptés. Donc vous allez avoir un dépérissement des forêts. Vous aurez pour d'autres raisons, qui sont que l'augmentation de chaleur va faire que l'hivernage va être moins long, donc que des nuisibles pourront les attaquer plus tôt et qui ne sont pas prévus pour ça, et qu'on n'a pas le temps de les remplacer. Pas en si peu de temps. Et vous allez avoir des effets de la chaleur sur la santé. Donc les effets de la chaleur que vous connaissez, c'est quand il fait chaud, on est mal, il faut protéger les personnes âgées. Mais pas que, on a commencé à avoir des maladies qui étaient spécifiques à l'Afrique devenir natives en Europe. Donc jusqu'où ça va aller? On est à 1,1 degré. Ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais il y a des risques. Et si on veut aller encore plus loin, on peut aller regarder le niveau de l'eau. Le niveau de l'eau, premièrement, quand vous chauffez un liquide, il se dilate. Donc rien que le fait du réchauffement des océans, ça le fait grossir. Et en plus de ça, vous avez la fonte des glaces. Alors, on ne sera pas sur le niveau des 120 mètres. Hein. Ça serait d'une violence inouïe. Mais on est sur des niveaux qui font que, par exemple, Miami, en 2018, a été littéralement les pieds dans la mer. La mer était rentrée dans la ville. De ce fait, aujourd'hui, la moitié de Miami n'est plus assurable. Les assureurs, ils sont là pour prendre une partie, prendre des cotisations et les répartir. Mais si ça devient non rentable, ils n'assurent plus.
Donc on se dirige vers un monde qui est petit à petit de plus en plus dur à assurer. Et vous avez des territoires, comme pour les arbres qui ne sont pas adaptés. Si vous avez, donc là on voit New York en 2014 qui avait, suite à un ouragan, toute sa structure électrique avait un blackout sur la moitié de la ville. Et ben, si vous avez si vous avez l'habitude d'avoir tel type d'intempéries, si ça change au niveau de l'augmentation de l'intensité, ben vous n'avez pas prévu. Donc on va avoir des surprises. Lesquelles? Je ne sais pas. Et si on veut parler que du niveau de la mer, vous voyez en blanc, vous avez déjà des terres qui sont en dessous du niveau de la mer. Et avec une augmentation de 1 à 2 mètres, vous aurez les zones qui sont en rouge qui commenceront à être touchées. Donc cela concerne des dizaines de millions d'habitants. Et ça veut dire migration interne. Donc ça, vous l'avez remarqué, tout ça, ça se produit déjà. On en entend parler. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que ça fait un moment déjà qu'on réchauffe l'atmosphère. Ça fait un moment qu'on émet du carbone. Donc ici, vous avez la courbe de toutes les émissions cumulées anthropiques, c'est-à-dire produites par l'homme, depuis 150 ans. D'accord? Il y a deux choses qu'on remarque sur cette courbe. La première, c'est que chaque année, on émet plus que la précédente, à de rares exceptions près. La deuxième, vous la voyez à partir de 1950, on a une rupture dans la courbe. Et ça ressemble furieusement à une exponentielle. En tout cas, on a une rupture et une accélération d'après-guerre. Il y a quelque chose de bien avec le carbone, c'est qu'il est stable. C'est entre guillemets bien. Il est stable, donc ça veut dire que le carbone qui est là, vers mon doigt, ben, il ne partira jamais, il restera toujours là. Il y a deux moyens qui disparaissent le carbone, c'est qu'il y ait une usine qui s'appelle la photosynthèse qui le récupère, et l'autre, c'est qu'il rentre au contact de la mer. Et auquel cas, si la mer est moins chargée, alors il y aura une dilution, il y aura un transfert dans un sens ou dans l'autre. Okay? Donc, pour le moment, on sait de façon linéaire qu'en fonction du carbone que l'on met, on aura tel type d'augmentation de température. Dis-moi combien de carbone tu mets, je te dirai quelle sera la température. Et aujourd'hui, on a émis, depuis le début de l'ère industrielle, 2500 gigatonnes de CO2. Okay? Et on a eu une augmentation de 1,1 degré. Bon. Ça, c'est la courbe si on ne fait rien. On a du pétrole, on le prend. Il est très bien, on le prend. Le charbon, on le prend. Le gaz, on le prend. Donc il nous suffit de calculer, année après année, ça équivaut à quoi? Eh bien, ça équivaut de 2,5 à 4 degrés. Et là, moi, ma petite touche personnelle, c'est que pour le moment, on se rend compte que la plupart du temps, les estimations scientifiques sont sous-estimées. Donc je n'aurai pas tendance à me dire « Ah, ça va être 2,5, c'est cool ». Non, ça sera entre 2,5 et 4 degrés sans qu'on puisse dire où est-ce que ça sera. Je vous rappelle que le GIEC, donc les études scientifiques, nous disent qu'ils estiment qu'à partir de 2,5 degrés d'augmentation de température, il y a des risques de pénurie alimentaire généralisée. Généralisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire en France. Ça ne veut pas dire qu'il y aura quelques pays qui vont souffrir, ça veut dire qu'il y aura des problèmes d'approvisionnement mondiaux. Ça, c'est si on fait absolument rien. Ça, c'est ce à quoi se sont engagés les pays du monde lors des COP. C'est bien, ça chute. Donc on ne peut que se satisfaire de se dire qu'il y a une prise de conscience. Voilà à quoi ça correspond. 2,1 à 3,5 degrés. Ça, c'est ce à quoi les pays se sont engagés internationalement. La différence est très très faible, mais elle est très très faible pourquoi? Parce que pour ceux qui se rappellent un petit peu de leur cours au lycée, si vous voulez regarder la somme globale, vous regardez la surface qui est en dessous. Et vous voyez que la surface rouge, eh ben, elle n'est pas très différente de la verte, parce que dans les années qui arrivent, ben, on ne prévoit pas vraiment au niveau international de réduire. On pompe le pétrole autant qu'on peut, et ça nous amène à ces températures-là. Maintenant, on va essayer de réfléchir dans l'autre sens. Ok, mais c'est quoi qui est acceptable? Ce qui est acceptable, de se dire que ça ne va pas être joli. On a déjà des problèmes à 1,1, 1,2. Donc à 2 degrés, on en aura encore plus. Mais on pense pouvoir être en mesure de maintenir un certain confort et donc, on va dire, de résister. C'est 2 degrés. OK. Donc dans le sens inverse, ça veut dire qu'on peut émettre combien? C'est quoi notre budget? Notre budget, c'est entre 500 et 1000 gigatonnes.
voyez que les scientifiques, ils mettent des fourchettes quand même. Hein. Ils regardent vraiment où est-ce qu'on peut aller. Mais ça représente quoi, 500 à 1000 gigatonnes? À votre avis, c'est combien d'années de consommation actuelle? Qu'est-ce qui veut répondre? Consommation actuelle? Allez, je vais répondre pour vous. C'est une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. C'est-à-dire que si on consomme autant qu'on consomme maintenant, on va émettre pendant 20 ans, on arrivera à 2 degrés. Et si on arrête d'émettre immédiatement, on restera à 2 degrés. C'est complètement irréalisable. Hein. C'est simplement pour vous montrer ce que c'est. Bon, alors c'est quoi qui est réalisable? Comment on fait pour rester en dessous des 2 degrés? Eh bien, il faut prendre cette courbe, il faut prendre cette surface, la bleue, et essayer de la répartir. Parce que c'est ça notre budget carbone si on veut rester en dessous des 2 degrés. Et voilà ce que ça représente. Et ça, c'est une descente tout chousse. Ça représente 5% de diminution d'émissions carbone par an. 5%, c'est ce qu'on a eu pendant le Covid. Donc imaginez, et on avait commencé. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai... C'est derrière? Ah d'accord, pardon. Comme je ne les vois pas, je ne peux pas rigoler avec. On a 5%, et vous voyez, même ici, vous avez le Covid qui est marqué, où on avait à peu près la bonne pente, sauf qu'il aurait fallu l'année suivante maintenir le Covid et rajouter 5%. Donc ça peut paraître très violent. Ouais, mais ça vient d'où en fait? Comment ça se fait qu'on émette autant? Ben, on va prendre un exemple, parce que on ne comprend pas pourquoi tout ce qui nous entoure émet du carbone. Pourquoi cette chaise émet du carbone, ce microphone, ce haut-parleur, ces escaliers. Donc on va prendre un exemple. On va prendre un exemple que vous avez tous dans votre poche, c'est un smartphone. Ce smartphone, je ne vois pas quand c'est qu'il émet du CO2. Il n'émet pas de CO2, il émet de la lumière peut-être, mais pas de CO2. Et bien si, en fait. On va donc regarder tout ce qu'il a émis de la poussière à la poussière. C'est-à-dire du moment où il n'existe pas, où rien n'existe, et au moment où on le jette à la poubelle. Premièrement, il va falloir aller chercher tous les matériaux, donc en particulier les minerais. Aujourd'hui, vos téléphones, ils ont entre 40 et 60 atomes différents. Je vous rappelle, il y en a 92 dans le tableau de Mendeleïev, donc il faut 40 à 60 atomes, tous aller les chercher dans des mines, pas forcément différentes, mais aller les chercher dans des mines. Ces mines, elles sont loin. Elles sont loin. Le cuivre, vous le trouvez en Amérique du Sud, le coltan, vous le retrouvez en Afrique, etc. Vous avez de nombreux matériaux à les chercher. Donc ça, c'est beaucoup de pétrole pour aller le puiser, pour aller concasser, pour aller retirer le minerai. Ensuite, vous allez le transporter tranquillement en bateau. Le bateau, il prend du pétrole. Ça va aller en Chine pour le téléphone. En Chine, ils utilisent du charbon pour l'électricité. Il va falloir rassembler, emmener d'usine en usine. Et une fois que ça sera fait, il va falloir à nouveau, en bateau, l'amener en France, dans des centrales. La centrale va le distribuer à ses centres de distribution. Et là, nous, on va aller le chercher en voiture, du pétrole. On va l'utiliser. Donc là, il y a une consommation d'utilisation. Et ensuite, on va le jeter. Partout, il y a du carbone. L'empreinte nationale, c'est ce que vous voyez en rouge. Maintenant en violet. Et ça, c'est l'empreinte carbone. La totalité de ce qu'un téléphone ou de ce qu'un objet a émis durant sa vie. Et ça, c'est vrai pour tout. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'être un petit peu plus positif, parce que c'est vraiment pas agréable ce qu'on vient de voir. On va essayer de diviser notre vie en 6 thématiques, pour essayer de voir lesquelles sont le plus émettrices, parce que, je rappelle, l'objet, c'est de vous permettre de savoir quelles sont les actions les plus efficaces pour diminuer l'empreinte carbone. Donc, on se déplace, le transport, on s'alimente, on a des services publics, écoles, armées, hôpitaux, on a des logements où on habite, on a des infrastructures et on a des objets de consommation où, par exemple, se trouve le téléphone. Est-ce que vous pourriez... Qui est-ce qui pense que le plus émetteur sont les transports dans ces 6 thématiques? Levez la main. OK. Qui est-ce qui pense que... Mon smartphone est... il faudrait que j'ai un petit teaser pour être averti quand même qu'il y a quelque chose. Qui pense que c'est l'alimentation?
OK. Qui pense que c'est le logement? OK. Et qui pense que ce sont les biens de consommation? Bon, ben, je crois qu'on avait presque bon sur le premier, puisqu'il s'agit du transport. C'est le transport qui va émettre 27% de nos émissions en France. Ensuite, en deuxième, vous avez l'alimentation, les biens de consommation et l'énergie des logements. Pour avoir une petite marque, chacun de nous émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an. C'est comme si tous les matins, vous vous réveillez, vous mettez 27 kilos dans un sac à dos sur votre dos de CO2 et toute la journée il se vide. Et le lendemain matin, vous en reprenez un autre de 27 kilos. C'est ça, 10 tonnes. Pour arriver à une neutralité carbone, il faut arriver à 2 tonnes. 2 tonnes par personne actuellement. Donc il faut savoir au niveau des émissions, elles sont réduites entre les revenus, elles sont inégales entre les niveaux aisés et les familles plus modestes, puisque un tiers puisque les 10% les plus personnes les plus riches vont émettre un tiers des émissions, et pareil pour les personnes les plus pauvres. Donc il y a une certaine linéarité, mais il n'y a pas une généralité. Vous avez une partie des plus riches qui émettent moins qu'une partie des moins riches. Donc il n'y a pas de généralité à avoir, mais il y a quand même une relation avec le niveau de revenu. Vous comprendrez, enfin vous comprenez peut-être déjà pourquoi, mais vous comprendrez encore mieux lorsque vous aurez vu les différents points. Alors maintenant on va s'attaquer à, puisqu'on a 1 heure, donc je ne pourrai pas aborder les 4, on va aborder les transports, l'alimentation et l'énergie des logements. Donc ce sont des choses qui, en tant qu'élu, vous permettront aussi d'avoir une réflexion sur comment j'aménage mon territoire, qu'est-ce que je peux faire. Alors les transports. Le transport, c'est tout ce qui va nous permettre d'être mobile. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est la quantité de kilomètres qui est parcourue par chacun de nous en moyenne. Cette quantité, c'est 15 500 km. Chacun de nous, en moyenne, fait 15 500 km. Et là encore, des Parisiens plutôt aisés, proches de l'aéroport, vont faire beaucoup plus que ça, et d'autres feront beaucoup moins. Mais la moyenne, c'est ça. Ça veut dire que tous les 2 ans, l'ensemble de la population française fait le tour de la Terre. Et ça correspond à un Paris-Tahiti. Donc, c'est pas rien. On va maintenant essayer de différencier 3 types de transports. Transport courte distance, moins de 20 km. Donc ça, c'est je vais au travail, je vais au supermarché. Transport moyen, entre 20 et 80 km. Donc là, je peux aller voir de la famille, je peux aller faire une balade en forêt. Et transport long, supérieur à 80 km, qui correspondent en règle générale à des loisirs ou des transports professionnels longue distance. Et bien ça se divise en à peu près 50-50 entre les courts, qui vont beaucoup moins émettre, mais qui sont tellement plus fréquents, courts et moyens, 51%, et les longs, 49%. Donc dans les longs, je rappelle, c'est beaucoup les vacances. Et l'impact sur le climat, eh ben, je voulais vous poser la question trop tard. Quel est le moyen de transport qui émet le plus? Il s'agit de la voiture, et de très très loin, puisque 77% des émissions carbone sont émises par les voitures, 16% par les avions, 7% par les transports en commun et 0% pour les vélos. Donc la question va être maintenant par où on peut l'attaquer, ce problème. Donc il y a beaucoup de choses que je vais vous dire, où vous pouvez vous dire, mais ça va sans dire, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Donc si on veut réduire, la première chose, c'est que pour les transports courts, eh ben, il vaut mieux y aller soit à pied, soit en vélo. En dessous de 1 ou 2 km, on a une tendance il est possible qu'on ait envie de prendre la voiture. Eh ben, c'est meilleur pour la santé de se dire, je vais marcher, ça ne va pas me prendre 2 minutes, peut-être que même ça ira plus vite s'il y a des embouteillages. Et je vais essayer de favoriser. Là, on passe de 10 à 0. Donc c'est assez extrême, il n'y a plus d'émissions du tout. Donc dans quelle mesure on peut favoriser au quotidien l'emploi de la marche? Et on a, pour les
territoires qui le permettent, parce que ça n'est pas beaucoup développé actuellement, j'allais dire en France, mais peut-être dans le monde, le fait de pouvoir accéder à de nombreux endroits via les transports en commun, on passe de 10 à 3. Donc on divise par 3. Ensuite, on a des conseils de bon sens. Aujourd'hui, 1,2 milliard de voitures sur Terre. Le nombre de passagers moyens dans une voiture, dans un trajet, est de 1,2. En gros, la quasi-totalité des transports se font avec une seule personne. Ben, y a un moyen qui est tout simple, c'est d'être plusieurs. Alors, on appelle ça le covoiturage, mais ça va plus loin que ça, parce que le covoiturage a beaucoup d'effets induits négatifs. Mais vous rapprocher d'un voisin ou de la collectivité ou de personnes qui pourraient avoir les mêmes trajets et de se dire, mais attends, peut-être qu'on fait les mêmes trajets quotidiennement et qu'on va réduire. Là, c'est une division par 2. En plus, ça permet de connaître ses voisins et ça permet de faire connaissance. On a quelque chose qui est, alors je ne vais pas dire tout bête, parce que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé dans l'évolution de la société. La 4L, c'était 5 litres au 100 pour 500 kg. Aujourd'hui, c'est 5 litres au 100 les voitures, mais c'est 2 tonnes. Toute l'énergie, toute l'efficacité énergétique qu'on a pu faire, alors pas toute, ne généralisons pas, a été mise, non pas dans le fait de réduire la consommation, mais d'augmenter ce qu'on pouvait faire. Donc, ce qui veut dire qu'un moyen simple, c'est de prendre une voiture plus petite. L'imaginaire qu'on avait auparavant, qu'avoir une grosse voiture, c'était une réussite sociale, et bien ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être inverser. Peut-être que ça fait un petit peu bof de se dire j'ai une grosse bagnole. Et dans ce cas-là, on peut choisir une voiture qui est plus légère et qui nous apportera le même service. Et vous en avez un qui est celui que je préfère parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire, ben, c'est de lever le pied. C'est de lever le pied, pas la peine de rouler à 130 sur l'autoroute, on peut rouler un peu moins vite, pas la peine d'accélérer en permanence. Donc c'est d'essayer d'avoir une éco-conduite. Et avec une éco-conduite, on passe de 10 à 8. Donc c'est pas négligeable, c'est meilleur pour le porte-monnaie. Et ça permet d'agir. Alors, le transport aérien, est-ce que vous avez entendu il y a quelques semaines, quelques mois, la controverse avec monsieur Jean Covici? Est-ce que ça vous parle sur les 4 vols? Non? Pas spécialement? Bon, eh ben, l'avion, vous vous rappelez le budget carbone qu'on a? Si vous voulez pas diminuer le carbone, on s'envolera, mais si on part du principe qu'on a envie de diminuer le carbone, les émissions carbone, il faut qu'on arrive à 2 tonnes. Paris-New York, c'est 2 tonnes. Vous faites un Paris-New York, vous avez déjà pris votre budget. Donc on peut s'imaginer un monde où tout le monde ne va pas à New York et qu'il y a des budgets limités. La question, c'est pas que c'est impossible de le faire, c'est qu'il faut savoir que les actes ont des conséquences et que la conséquence d'un acte Paris-New York, c'est 2 tonnes. Alors j'avais fait quelques calculs, Paris-Melbourne, c'est 5 tonnes. Donc si vous allez en Australie en avion, bim, vous êtes quasiment à la moitié de ce qu'on consomme déjà dans l'année. Et pour quelque chose de plus près, Paris-Londres, on est à 250 kilos. Donc quand même moins. Si vous passez de l'avion au train, c'est une division par 10. Donc évidemment, tous les territoires ne peuvent pas répondre à ça. Là, pour l'anecdote, j'ai un chercheur de le laboratoire d'une de mes entreprises qui allait faire une conférence à Lisbonne. Il a voulu prendre le train. Il a mis 23 heures. Il a un de ses collègues de La Rochelle qui est venu. Il a mis 2 heures. Et il a payé 25 € pour le vol en avion. Donc c'est difficile, c'est pas simple. Il y a beaucoup de contraintes. Néanmoins, en termes d'émissions carbone, on divise par 10. Donc prenez le train au maximum. Si on applique l'ensemble de ces conseils, on va pouvoir, alors les top 3, à se rappeler, réduire le plus possible l'utilisation de la voiture, toujours se poser la question, est-ce que je prends ma voiture ou est-ce que j'y vais d'une autre manière? Pour les trajets longs, privilégier le train. Le train, ça permet de faire plein de choses, on est beaucoup plus cool, on peut travailler pendant qu'on y est. Donc privilégions le train et ensuite adopter l'éco-conduite. Ce n'est pas la peine de se presser, d'accélérer à fond. Il y a des moyens d'économiser par ce moyen-là.
Il y a un excellent dessin de Sampé, alors je ne l'ai pas là, mais qui montre l'évolution d'un chef d'entreprise qui finit à vélo et qui arrive à éviter tous les embouteillages et qui est un petit peu dans le même style que ça. Voilà pour les transports. Maintenant, on va regarder l'alimentation. Ah, l'alimentation. Là, ça peut être tendu. Ça peut être tendu parce que quel est l'aliment le plus émetteur de gaz à effet de serre et pourquoi? Et je veux des réponses. Mais comme j'entends absolument rien, ça va être difficile. Donc, je vais y répondre. L'aliment, eh ben, c'est tout simplement le bœuf. Plus précisément, les ruminants. Là, on vous a marqué des chiffres en équivalent kilomètres. 1 kilo de bœuf, c'est comme si vous faisiez 239 km en voiture. Donc prenez une ville qui a 120 km, faites l'aller-retour. Pendant que vous faites ça, quelqu'un mange 1 kilo de bœuf, c'est pareil. Et on remarque autre chose, c'est que tout ce qui est en tête, ce sont tous des produits d'origine animale. Le fromage, parce qu'il vient des ruminants. Le lait, parce qu'il faut 8 à 10 litres de lait selon le type de fromage. Et qu'on a, en fin de peloton, tout ce qui va être fruits et légumes. Donc ça, c'est une réalité, ce sont des chiffres. Donc, on va vite en déduire quelque chose, c'est qu'il faut réduire tout ça. Mais c'est quand même assez emmerdant parce que, sauf pour ceux qui sont déjà végétariens, c'est quand même bon la viande. Les barbecues, c'est bon, il y a beaucoup de bonnes choses. Et puis, on a toute notre agriculture qui est basée sur l'élevage. Actuellement, 50 à 60% de nos protéines sont d'origine animale. Donc, ça fait partie de notre culture, le bien manger. Donc, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi elle nous pose problème. Ou pourquoi lui, il nous pose problème. Premièrement, on ne l'a pas vu, on est passé assez vite dessus au départ. Il y a 3 gaz principaux à effet de serre qui sont le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote. Et bien, le méthane, voici une des grandes coupables. Elle rote du méthane. C'est sa respiration. Toutes les 2-3 minutes, elle fait un petit rot de méthane. Elle transforme donc du carbone dans un gaz qui est 27 fois, 30 fois plus puissant que le CO2 en termes de gaz à effet de serre. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'il faut la nourrir. 70% des surfaces agricoles sont destinées à nourrir des animaux qui nous nourrissent. On n'est pas sur des petites surfaces, donc il faut les trouver, ces surfaces. Et elles sont trouvées en faisant quoi? En coupant des forêts. Et il faut les nourrir. Il faut donc avoir des surfaces pour les nourrir. Ensuite, vous en entendez peut-être parler, mais il faut les nourrir. Il faut des engrais pour les nourrir. Il en faut. Alors de plus en plus, j'exagérerai pas, mais il en faut. Et ces engrais, on le verra après, une fois qu'on a bien fait ces cultures avec l'engrais, il faut les réfrigérer. Et puis il faut les transporter d'un endroit à un autre. Actuellement, dans les villes françaises, on a une autosuffisance alimentaire qui est de 2%. C'est-à-dire que 2% de ce qui est mangé dans Saint-Étienne, je ne sais pas le chiffre exact, ou en Lyon, mais en moyenne, est produit au-delà des 50 km. Donc, le transport, c'est une grosse partie importante et il faut l'empacter. Et tout ça, en incluant les produits laitiers, comme le fromage, c'est de l'émission de CO2, de protoxyde d'azote et de méthane. Voilà pourquoi cette vache, qui nous apporte tant de bonnes choses à manger, elle est aussi problématique d'un point de vue climatique. Donc, on a vu un petit peu d'où venait le problème. On va regarder maintenant la comparaison avec tout ce qui est légumes. Vous n'avez plus besoin de la nourrir. Vous, sauf s'il y a des serres, donc il y a pas des aberrations, mais le fait de produire dans des serres chauffées va amener des besoins en énergie qui peuvent être problématiques. Vous, si vous choisissez, donc il n'y a plus d'émissions bien entendu de méthane, si vous allez choisir des produits de saison, c'est des produits locaux et des produits en vrac, vous éliminez
toute une partie du CO2 qui est mis à ces étapes. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aller sur les marchés, se fournir sur des producteurs locaux, bah, c'est peut-être un peu plus long que d'aller dans les grandes surfaces, qui pourraient le faire aussi, les grandes surfaces, hein. Néanmoins, ça vous amènera des réductions, aussi bien sur les surfaces que sur l'ensemble des autres points. Donc les conseils, qu'est-ce que ça va être au niveau de l'alimentation? Ben, ça va être tout simplement de se remettre à cuisiner dans la mesure du possible. Donc de se réapproprier les produits et d'être bien certain que les conséquences de ce qu'on mange, eh ben, on les minimise par rapport au réchauffement climatique et aux émissions carbone. Donc manger mieux et moins. Bon, là on croirait entendre le discours d'un nutritionniste, hein, il n'y a vraiment rien de nouveau là-dedans. Par contre, au niveau des études scientifiques, au niveau psychologique, si vous mettez la même dose dans des assiettes plus petites ou si vous mettez des proportions plus petites, vous arrivez quand même à satiété. Donc il y a des petites astuces comme ça, c'est pas la peine de remplir des assiettes à bord, et ça évitera un point. Alors en tant qu'élu, vous avez dû en entendre parler, les PAT en parlent régulièrement, le gaspillage, 1/3 de la nourriture est gaspillée. Dans certains pays, ça va être au niveau de la chaîne du froid, et dans d'autres pays, bah, ça va être à cause de trop grosses quantités. Donc ne pas gaspiller, essayer de trouver des moyens de minimiser. Et enfin, on a tendance à vouloir des fruits ou des légumes qui soient calibrés, alors qu'il y a la même quantité d'aliments à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à prendre les fruits moches directement. Et si vous mettez ça, alors on n'a pas abordé tout ce qui est eau en bouteille, type soda, qui représente quand même 17%. Mais si vous mettez en place un changement d'alimentation qui sera moins carné, alors c'est ce que déjà recommandent les nutritionnistes. Bon, maintenant, ça fait des décennies qu'ils le disent et qu'on s'en fout un petit peu. Chacun mange bien comme il veut. Néanmoins, voilà les conséquences qui sont faites. Et si vous voulez réduire les conséquences et que vous voulez agir, vous prenez moins de produits d'origine animale. Donc c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai été élevé dans la viande une fois par jour, comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Ben non, c'est 2 fois par semaine, c'est bien suffisant. Et si vous voulez être végétarien, tant mieux pour les autres. Donc réduire les produits d'origine animale. Ensuite, cuisiner de saison et local. Plus vous allez prendre des produits locaux, plus vous allez favoriser l'économie locale et plus vous allez permettre au territoire d'être résilient au niveau de son alimentation. Et puis manger moins et mieux, bon, quand même. Alors les biens de consommation, j'aurai malheureusement pas trop le temps de l'aborder et en tant qu'élu, vous aurez du mal à peut-être à dire à vos administrés de moins acheter. Je vais survoler très vite. Il y a 3 règles à respecter pour les biens de consommation. On appelle ça les 3 R qui vont être réduire. Vous réfléchissez, est-ce que j'ai besoin de tels biens de consommation? Réutiliser. Alors ça, c'est le scandale des smartphones qu'on change tous les ans, tous les 2 ans parce qu'il y a une nouvelle version, alors qu'il n'y a aucun besoin de le changer, ou très peu de besoin. Et puis recycler, essayer de faire en sorte que lorsque vraiment on ne peut plus le réutiliser, eh ben, qu'il entre dans une filière de recyclage, parce qu'on en aura besoin à de très nombreux niveaux. Un petit point sur l'informatique. Donc moi, c'est mon domaine d'expertise professionnelle. C'est totalement hallucinant. 30% de croissance d'émissions de CO2 par an sur l'informatique. Ça double tous les 2 ans et demi. Aujourd'hui, tout ce qui est digital émet plus de CO2 que l'ensemble des camions sur la Terre. En 2025, ça sera plus ou autant que les voitures, que les 1,2 milliard de voitures. Je vous laisse imaginer ce que ça sera en 2027 et 2030, sachant qu'il n'y a pas d'inflexion dans la courbe. Vous la voyez sur la droite. Je passe très vite. Donc, recycler les appareils
Évitez d'en avoir trop. Faites durer les ordinateurs. Pas la peine d'avoir des ordinateurs surpuissants, sauf si vous en avez un besoin réel. Et puis, donc les appareils, c'est 70% des émissions. Et l'utilisation, c'est les 30% qui restent. Évitez de les jeter. C'est très souvent, on a un vieux téléphone, on le met dans un tiroir. Bon, alors deux possibilités. Il peut peut-être être utilisé par le petit cousin qui vient d'avoir 12-13 ans et qui en a besoin d'un, et pas la peine d'en acheter un, il y en a un autre. Et à la fin, eh ben, allez le rapporter. Vous pouvez aussi favoriser tout ce qui va être recyclabilité ou remplaçabilité, c'est-à-dire favoriser les magasins en allant acheter chez eux, en leur demandant quelles sont les capacités de réparation de tel objet. Vous connaissez tous les objets qui tombent en panne et qu'il faut les remplacer complètement. Bah, c'est une aberration du point de vue de l'économie des ressources. Et puis, alors les conseils, je ne sais pas si ça se prête bien à nous dans nos régions. Tout ce qui est utilisation, vous avez 75%, c'est des vidéos. Des vidéos qui sont faites en 4G en particulier. Donc je vais caricaturer, je regarde ma vidéo dans le métro en 4G. Ben là, j'ai bien optimisé mon émission de carbone parce que les vidéos, elles sont conservées sur des serveurs qui sont refroidis et approvisionnés. Et c'est ça qui consomme. Je n'ai pas eu le temps de lire. Donc en Wi-Fi. Au niveau des mails, essayez de supprimer parce que les mails avec les pièces jointes lourdes, elles sont sur des serveurs quelque part. Et ces serveurs, ils sont allumés. Et là, je passe très vite. Et si vous agissez sur les biens de consommation en achetant moins, de meilleure qualité et plus longtemps, vous achetez, vous vendez d'occasion et vous recyclez, vous pouvez avoir une diminution d'un tiers. Ah, les logements. Alors, qu'est-ce qui, dans mon quotidien, dans mon logement, émet le plus? On va trouver les 4 catégories qui sont l'eau chaude, le chauffage, l'électricité et la cuisson. Qui pense que l'eau chaude est le plus émetteur en CO2? Qui pense que le chauffage est le plus émetteur en CO2? Je ne vais même pas poser les autres parce que vous avez raison, c'est de très 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 loin le chauffage avec presque 80% des émissions. Donc vous allez peut-être le voir venir. Comment on fait pour agir là-dessus? La première chose, c'est de mettre un pull. C'est tout bête. Pourquoi, à quel moment dans notre vie, on s'est dit qu'il était normal, quand il fait moins 10 dehors, qu'il fasse 23 degrés chez nous? Si on baisse la température d'1 degré, on fait 10% d'économie d'énergie. Et on peut sans problème vivre à 18 degrés. Alors, c'est peut-être moins agréable que se trimballer en slip et en marcel chez soi, quand il neige dehors, certes, mais il y a des conséquences. Donc si vous voulez réduire ces conséquences, eh ben, mettez un chauffage et protégez-vous du froid, comme on fait la nuit en mettant une couverture, mettez un pull, et puis 2 s'il le faut. Conseil simple, mais efficace. Et vous économiserez de l'argent en plus. Alors, une vue un peu plus territoriale, il faut bien entendu favoriser les bâtiments selon leur performance énergétique, qui, à une même température, vont émettre plus si la performance est mauvaise, bien évidemment. Nous avons une préférence au niveau des émissions pour tout ce qui est appartement. Donc ça aussi, c'est des choses qui ne sont pas faciles à dire dans nos territoires ruraux. Néanmoins, un appartement, eh ben, ils se collent entre eux. Donc, il y a toute une partie qu'il ne faut pas chauffer. Et en organisant comme ça, on peut avoir jusqu'à 2 fois moins d'économie d'énergie. 2 fois moins d'émissions de carbone. Et la rénovation. Alors la rénovation, tout ne se vaut pas. Bien entendu, il faut isoler. En isolant, c'est un investissement, mais qui va durer sur très longtemps. Donc, il vaut mieux les combles, hein, plutôt que le double vitrage. Mais il vaut mieux se renseigner auprès de professionnels pour leur demander sur une maison qu'est-ce qui est le plus efficace. Mais en favorisant ces travaux, eh ben, vous aurez moins besoin de chauffer et vous pourrez porter vos 2 pulls en utilisant un minimum d'énergie. Enfin, en minimisant l'énergie. Donc, si vous mettez en place, vous aurez une réduction de plus de la moitié, de près de la moitié.
Un pull, voire deux s'il le faut. Choisir un meilleur logement quand c'est possible. Rénovation énergétique. Voilà les 3 conseils qui sont à retenir pour agir au quotidien. Ok, bon, là on a vu 4 domaines. Je ne vais pas vous parler des infrastructures parce qu'on serait bien en peine d'agir sur les émissions pour les constructions de ponts ou d'autres bâtiments civils. On n'a pas abordé non plus les services collectifs parce que pour la même raison, les armées, les hôpitaux et les écoles, ben, c'est pas compliqué d'agir, c'est très compliqué à notre niveau d'agir. Donc on est resté sur 4. Si on fait l'ensemble de ces modifications, de ces changements d'habitude, on réduit d'1 tiers les émissions carbone. 1 tiers, c'est 30%. Est-ce que vous vous rappelez le chiffre que je vous ai dit en tout début de conférence, de combien il fallait réduire par an? 5% par an. Il y en a 30. 30 divisé en 5, ça fait 6. Ça veut dire que si vous construisez votre changement en 6 ans, les 5 degrés où on pouvait se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? 5 Covid année après année, c'est pas gérable. Ben, si vous mettez ça au fil des 6 ans qui arrivent, vous aurez 30% à titre personnel de réduction d'émissions de carbone. Donc ce n'est pas du tout injouable, c'est pas simple, c'est même très difficile de diminuer la voiture, de changer d'alimentation, mais ce n'est pas incohérent. Et ça nous place face à une question, qu'est-ce que je suis moi? Qu'est-ce que je peux faire? On est nombreux sur Terre. Ben, on va s'imaginer au milieu d'un rouage. Nous, les citoyens, on est au milieu. En bas, vous avez les administrations et les élus, dont vous faites aussi partie. Et à droite, vous avez les entreprises. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'une entreprise vende autre chose que ce qu'on lui demande? Et pourquoi est-ce que vous voulez qu'un élu fasse autre chose que ce pourquoi il a été élu? Si vous allez dans un restaurant et que vous demandez un plat végétarien, parce que vous avez mangé de la viande hier, pas parce que vous êtes végétarien, vous voulez juste, je ne veux pas manger de viande aujourd'hui. Mais il n'est pas bête. Le restaurateur, il va se dire, mais attends, il y a une demande. Donc il va commencer à changer. Et de la même manière, lorsqu'on est sur l'outil administratif, en discutant avec les élus, ou vous, en discutant avec les citoyens, on peut initier le changement. Moi, ce que je conseille, c'est, au niveau des élections, c'est de voir, alors le Shift Project est apolitique, mais quel est le projet sur 30 ans? C'est dur, c'est pas simple. Mais qu'est-ce qu'on veut construire sur 30 ans? Et à partir de là, de par le fait d'exprimer ses opinions et d'acheter différemment, on va commencer à faire tourner les rouages. Et si on pousse plus loin en se disant, ben, au niveau épargne, je ne veux que soutenir, je ne veux pas soutenir d'entreprises qui vont aller forer d'autres puits pétroliers parce que de toute façon, ça rajoutera du carbone. Et ben dans ce cas-là, il faut favoriser ces investissements financiers. Et il faut favoriser aussi le collectif. On l'a vu dans les différents endroits. Le changement de la société va passer, pourrait passer par un meilleur collectif, partager les voitures, aller s'alimenter chez son voisin qui produit, etc. Donc le collectif peut entraîner. On n'est jamais à l'abri, quand on fait des bonnes choses, d'avoir des gens qui nous imitent. Et ça peut encore aller plus loin que ça. C'est que quand on réfléchit, comme le fait le Shift Project, on se dit, mais s'il y a moins de voitures, il y a moins de réparateurs de voitures. Et s'il y a plus de vélos, il y a besoin de plus de réparateurs de vélos. Et ça se fait dans tous les secteurs. C'est un changement de société qui a été bâti sur l'énergie fossile. Je rappelle le chiffre, 81% de l'énergie mondiale, c'est de l'énergie fossile. 81%. Il y a 200 ans, c'était 0%. Donc on n'a fait que sortir des énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que c'est simple et parce que c'est bien, mais c'est bien à court terme. Là, ça pose quelques soucis. Donc ce plan, le Shift Project, en a créé un qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française, le PTEF, qui reprend l'ensemble des secteurs nationaux. Et à côté de ça, vous avez des rapports, donc c'est des bons pavés, hein, ça doit être une centaine de pages par rapport, et je crois qu'il y en a 17 ou 20, qui vont s'attaquer à tous les points.
OK, il y a un changement, qu'est-ce que ça implique? Vous en avez pour la culture, pour la santé, pour l'administration, pour l'agriculture. Et c'est ça, la production, c'est une des productions du Shift Projet, c'est réfléchir et nous donner des informations sur les changements qui vont arriver de par la double contrainte carbone. Alors, quand on en arrive là, on a plein de sentiments. On rentre dans le personnel. Donc dans la salle, il y en a peut-être qui sont en colère, il y en a peut-être qui m'en veulent, il y en a peut-être qui sont désespérés. Moi, je rapproche souvent ça des 5 étapes du deuil. On se prend dans la figure que le monde imaginaire, avec l'énergie infinie et une croissance constante infinie dans un monde fini est possible. C'est un raisonnement de troisième, c'est un raisonnement de seconde. On appelle ça un raisonnement par l'absurde. Et j'y ai cru. Moi, j'étais Star Wars, je pensais que l'énergie serait infinie. Et quand on apprend, qu'on regarde les chiffres et qu'on se dit « mais non, non, ça ne fonctionne pas », eh ben, on peut être en colère, on peut être dans le déni, on peut être rentré dans la dépression ou l'acceptation, au choix selon les personnes. Eh ben, il y a un moyen, on est tous passés par là, hein. Il y a un moyen, c'est l'action. Surtout si vous êtes conscient d'être une partie du problème. Et l'action, ça va permettre de se sentir mieux. Parce que chaque pas, en fait, est essentiel. On entend souvent cet argument qui fait « mais nous on fait que 1%, donc c'est pas la peine de faire quoi que ce soit ». Ben oui, mais si vous faites une randonnée, le premier pas, c'est rien. Mais ne le faites pas, vous ne ferez pas la randonnée et il ne se passera rien. Donc l'action est chaque pas où on va essayer donc d'avancer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas aller trop vite. Si vous partez en sprintant, c'est fini pour vous, hein. Vous n'irez pas très loin. Quand vous faites un régime, si vous arrêtez tout d'un coup, ben, il me semble que ce n'est pas la meilleure des solutions. Donc construisez le changement en ayant une vision. Voilà, donc j'ai terminé la présentation. Je vais laisser la place à Monsieur Goy pour l'ADEME, qui va vous parler des scénarios. Et puis ensuite, on se retrouve à la fin pour les réponses. Donc il a fallu aller un petit peu vite parce que le temps est limité.